Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Vous êtes sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardis du mois à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous nous efforçons ici de mieux nous informer pour mieux agir. Alors aujourd'hui, on va parler de la mainmise des technologies numériques sur nos vies. A priori, ça n'a pas grand-chose à voir avec le nucléaire, si ce n'est que les technologies de l'information et de la communication consomment aujourd'hui plus de 10% de l'électricité dans le monde, ce qui en France nous sert bien entendu à la poursuite des réacteurs nucléaires pour cause de soi-disant nouveaux besoins en électricité. Il s'agit dans les deux cas d'une atteinte à nos vies. Comme la catastrophe nucléaire soumet les populations et les oblige à survivre en territoire contaminé, la numérisation intensive et exponentielle nous contraint à survivre sous la domination constante des écrans, des capteurs, des objets connectés de tous ordres, nous éloignant chaque jour davantage de ce qui est essentiel à la vie, la sensibilité, le rapport direct à autrui, à ce qui nous environne, à la nature, à la réalité. Dans les deux cas, ces technologies, ces industries nous ont été imposées et nous sont présentées comme des évolutions inévitables, et quiconque s'y opposerait ferait preuve d'obscurantisme et serait un ennemi du progrès avec un grand P. Dans les deux cas, nos santé et nos vies sont mises en péril. Dans le cas du nucléaire, par la radioactivité. Dans le cas du tout connecté, par la prolifération incontrôlée des ondes électromagnétiques. Enfin, le nucléaire et le numérique, tous deux présentés comme des technologies propres et non polluantes, nécessitent l'extraction d'uranium pour le nucléaire et de terres rares pour le numérique, dans des conditions effrayantes, mais dans des pays lointains, hors de portée de nos regards. Je voulais aujourd'hui vous faire partager des extraits d'une conférence débat datant de 2016 par Éric Sadin dans le cadre de la sortie de son livre « La siliconisation du monde », l'irrésistible expansion du libéralisme numérique qui est paru donc aux éditions L'Échappée en 2016. Il intervenait lors de la biennale Nemo, la Biennale internationale des arts numériques. Donc le premier extrait que je vous propose d'écouter est court. Éric Sadin nous y explique à partir de quelles idéologies s'est imposé le développement de l'informatique en Californie dans les années 70. Il y avait un imaginaire, pour dire rapidement les choses, cybernétique, qui allait au-delà de la réalité des faits à ce moment-là, qui allait bien au-delà. Et puis, il y a eu le fait qu'on commençait les premiers, ça c'est capital dans cette histoire, on commençait les premiers forums d'échange en ligne, avec l'idée capitale que, Washington, c'est-à-dire les structures politiques, allaient pouvoir être repoussées au profit de relations directes entre les individus, ce qu'on a nommé des intermédiations. Alors, cette idéologie de la désintermédiation, elle court jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'on en parlera. Je pense que c'est cela. Ce sont deux choses. Cette jonction très troublante, puisque c'est la question que tu m'as posée dans l'entame de notre conversation. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a cette idéologie naissante de la désintermédiation, qui est très importante, c'est-à-dire on peut faire fi des structures qui empêchent ce qui peut être réalisé si elle n'était pas là, entre toi et moi, entre nous. Et puis, il y a un imaginaire. Un imaginaire qui relève de la cyberculture, un imaginaire complexe, pas uniquement lumineux, et qui s'est accompagné, c'est une dimension capitale, et qui court jusqu'à aujourd'hui, qui s'est accompagné de flopées de discours, qui ont forgé les représentations. C'est-à-dire, et je termine sur ce premier moment,
C'est-à-dire que la rhétorique de l'émancipation, c'est quand même, ça relève d'une forme ou de proposition grotesque ou de délire. La rhétorique de l'émancipation par l'ordinateur au cours des années 70, c'est-à-dire que cette machine à écrire fonctionnait mieux, qui a été portée par quelques industries, enfin les premiers start-upers, notamment Jobs, Wozniak. Cette rhétorique-là, elle s'est imposée, mais sans aucune distance critique. C'est-à-dire qu'on aurait pu les interroger, me dire « Mais explique-moi, Steve Jobs, comment en 1975, l'idée de l'émancipation par ces petits objets, ça a commencé à être un joyau technique, mais bon, on ne faisait pas grand-chose, le ping-pong, et encore à l'époque, 75, c'était... Mais expliquez-nous dans quelle mesure cela va pouvoir rendre possible des phénomènes d'émancipation individuelle et collective. » Affirmation qui n'a jamais été interrogée. Discours qui a été intériorisé, non seulement qui a été intériorisé, et qui s'est imposé comme étant une sorte de vérité, mais qui court jusqu'à aujourd'hui. Il est étonnant de voir que cette rhétorique... Ah, pardon, c'est toujours la première partie ? Oui, alors désolé, on y va. Oui, vas-y. Et on aurait dû déjà très tôt s'y pencher et de voir ce qui relevait du juste et ce qui relevait de la fiction, voire du storytelling, comme on dit aujourd'hui. Bien, donc ça c'était Éric Sadin sur premier extrait de sa conférence sur l'idéologie de l'émancipation par l'ordinateur dans les années 70. Donc le nouvel extrait, le deuxième extrait que je voulais vous proposer de la conférence d'Éric Sadin, là on traite de l'évolution de l'informatique, des débuts de l'Internet et du passage de ce qui a été défini comme un âge de l'accès à ce qui se passe de nos jours, c'est-à-dire ce que Éric Sadin appelle l'ère des capteurs. Nous parlions du moment de l'Internet, qui a un peu relancé cette rhétorique et cet imaginaire de la désintermédiation, ce qui a été vrai à juste titre, enfin ce qui a correspondu à des faits, c'est-à-dire la capacité à la fin des années 90, ce qui a été nommé âge de l'accès, de pouvoir communiquer à des coûts quasi marginaux entre individus au mépris des distances physiques, et de pouvoir avoir accès à des corpus textuels, sonores, iconiques de plus en plus étendus, et à l'attention d'un nombre d'individus sur la planète sans cesse croissant. Et à des coûts marginaux. C'est ça qui a été nommé l'âge de l'accès. Et qui a forgé nos représentations, c'est-à-dire l'occasion de chez soi, en tous les cas avec une extrême facilité, de pouvoir avoir accès à, pour dire rapidement les choses, à tous les savoirs du monde. Cela a forgé nos représentations jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui a été nommé l'âge de l'accès continue, plus que jamais s'amplifier. C'est YouTube, c'est les smartphones, c'est la capacité de pouvoir avoir accès à des fonds, à des corpus textuels, mais plus encore, c'est plus encore que ça. Donc cet âge de l'accès, je le redis, n'a cessé de s'amplifier depuis la fin des années 90. Or aujourd'hui, précisément aujourd'hui, s'agrège un autre moment. Et cela, on ne le voit pas. Et ça, je l'analysais dans l'algorithmique et en plus précisément dans la siliconisation du monde. Il y a un autre âge qui s'agrège, qui n'est pas substitutif à ce qui avait été nommé l'âge de l'accès. C'est ce que je nomme l'âge de la mesure de la vie. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est le fait qu'aujourd'hui, si Internet est ce qui a été nommé l'âge de l'accès, nommé la numérisation progressive ou la mise en format numérique de corpus de plus en plus étendus, textuels, sonores, iconiques, aujourd'hui, si cela continue, je crois qu'on est à 100% presque, 99, quelque chose de tous les corpus textuels qui sont sous format numérique aujourd'hui. Donc cela continue et plus que jamais. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas que les champs symboliques qui sont les différents champs symboliques, l'écrit, le son, l'image qui sont réduits à des données binaires. C'est le réel. C'est le son, c'est la vie. Alors qu'est-ce que je veux dire en disant ça ? C'est que nous entrons actuellement dans l'ère de la dissémination tous azimuts de capteurs à terme sur toutes les surfaces, sur le corps, dans les habitats, dans les environnements domestiques et professionnels. C'est-à-dire, si nous n'y prenons garde, je dis bien si nous n'y prenons garde, quand je dis si nous n'y prenons garde, c'est-à-dire si nous,
dans la société, nous acceptons cela, à terme, toutes les surfaces seront recouvertes ou infiltrées de capteurs. Ce qu'il se passe, c'est ce que je nomme, à terme, un témoignage intégral de la vie. C'est-à-dire que s'il y a... Alors, une fois, j'ai dit dans une émission de radio, dans les matelas, il va y avoir des puces. Il me dit, ça, c'est pas nouveau, hein, les puces. J'ai mis une seconde pour comprendre. Si dans les matelas, il y a des puces, si dans les miroirs qui commencent à être, entre guillemets, dits intelligents, c'est-à-dire, je regarde mon miroir, ça existe, hein, le miroir de Microsoft, qui me regarde, le miroir me regarde maintenant, hein, et me dit, en fonction de l'analyse des traits du visage, vous êtes fatigué, en plus avec une voix, voilà, on est dans ce flow, hein, une voix qui va me dire, vous êtes fatigué, vous devriez prendre telle pilule, telle... Si je me mets sur ma balance connectée, voyez, on n'est pas dans l'écrit, le son, l'image, là, hein, balance connectée, collecte de mon poids avec des courbes évolutives, et ça induit que des applications en retour me conseillent tel complément alimentaire ou tel séjour à la montagne en fonction de mes courbes évolutives, et à l'avenant dans ma cuisine, à l'avenant la voiture sans pilote, l'avenant dans les surfaces urbaines et professionnelles, l'extension et la dissémination actuellement massivement émergente de capteurs sur toutes les surfaces de réalité induit un témoignage de la vie. Alors qu'est-ce que ça induit, ce témoignage de la vie, hein? Qu'est-ce que ça induit? Ça induit précisément deux phénomènes. Et là, on est très très loin de la rhétorique de l'émancipation individuelle, collective, et de l'augmentation de puissance d'agir, comme disent des sociologues, des usages. Parce que là, nous sommes à peu près dans le champ d'Internet. Dès qu'on est dans le champ de la vie, nous voyons que c'est un nouveau paradigme. Et quel est ce paradigme? C'est la première incidence majeure, c'est ce que je nomme la marchandisation intégrale de la vie. C'est-à-dire que ta chemise connectée, les informations vont sur des serveurs, c'est traité par des systèmes et des applications qui, en retour, te proposent ou nous proposent, une fois encore, tel produit supposé adapté à notre état, et tout est à l'avenant, hein. Donc, c'est pareil pour la brosse à dents connectée, pour les couteaux connectés. Vous comprenez, c'est cette visibilité, hein, cette visibilité continue de la vie, qui n'est pas de la surveillance. Ce n'est pas de la surveillance, c'est du témoignage de la vie, car c'est très très facile. Bon, on ne va pas parler de tout. C'est très facile de se faire passer victime de la surveillance étatique. Il ne s'agit pas là de ça. Il s'agit d'une visibilité en temps réel de plus en plus étendue de nos comportements, détenus par des entreprises privées, en vue de coller à tous les flux de l'existence. Et cela génère ce que j'ai nommé dans mon jargon, le jargon qui a l'air de marquer, tant mieux, génère ce que je nomme l'avènement d'une industrie de la vie. C'est ça, l'industrie de la vie. Et Google Alphabet est aux avant-postes de cela, hein. Google qui est devenu Alphabet en août 2015, qui entérine l'industrie de la vie, c'est-à-dire de se positionner sur la requête de mots-clés, sur la robotique, sur la cartographie, évidemment sur la voiture autonome et sur la santé, hein. Donc vouloir couvrir tous les champs de l'existence, récolter des données relativement à tous les champs de l'existence, notamment par des capteurs, et donc de faire marchandisation, faire feu de tout bois. Je voulais juste dire encore une petite chose, pour revenir avant de répondre à cela, c'est que ça induit aussi l'organisation automatisée, cette collecte ininterrompue de flux de données, une organisation de plus en plus automatisée des secteurs de la société. Je pense par exemple à l'infiltration de plus en plus étendue de capteurs dans les entreprises, hein, et qui induit une visibilité, une fois de plus, en temps réel, hein. Nous sommes dans l'anthropologie du temps réel. Tu as vu que je développe tout un chapitre sur l'anthropologie, ce moment du temps réel, hein, très troublant, où quantité de phénomènes du monde sont visibles au moment même où ils se passent, hein. C'est ça le temps réel, c'est de voir les choses au moment où elles se passent, grâce à des procédés techniques qui le rendent possible. Alors par exemple, dans l'entreprise, de plus en plus les chaînes de production, les chaînes de conception sont infiltrées de capteurs, hein. Et qu'est-ce que ça rend possible? Ça rend possible une évaluation des performances en temps réel. À telle enseigne que le président d'Accenture, l'année dernière, première entreprise de conseil au monde, a quand même dit,
Mais ça n'a fait réagir personne. Ça n'a fait réagir personne. Il a quand même dit, vous savez, l'évaluation annuelle, la notation annuelle, elle est obsolète. Elle est obsolète. Nous allons conseiller maintenant aux entreprises de ne plus la faire. Pourquoi ? Parce que maintenant, avec les capteurs, nous avons une visibilité en temps réel des mesures de performance. Et cela ne fait l'objet d'aucune contestation. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement que ça rend visible en temps réel les mesures de performance. C'est que ça rend possible, ça autorise l'élaboration de systèmes qui, en fonction de la visibilité en réel des informations, ont des capacités de rétroaction et orientent, dictent le cours de production, les actions, les gestes du personnel. Il y a un texte formidable d'une jeune femme, j'aimerais bien qu'elle fasse un livre, de Marie Guégan, que j'ai lu il y a 1 an et demi dans Philosophie Magazine, qui s'appelait Ma vie, je sais pas, dans les hyperdrives, où elle recevait des ordres en continu en fonction de l'analyse, des commandes, de là où se trouvent voilà, sa subjectivité, sa capacité d'initiative, de créativité est totalement évacuée au profit de systèmes, d'équations algorithmiques qui dictent le cours des choses. Alors, et cela en général est réglé par des cabinets extérieurs qui ne font l'objet d'aucune publicité, et c'est ce qui relève, à mon sens, d'un déni de démocratie. Et à mon sens, relativement, parce que les questions de l'enjeu de travail relativement à l'infiltration de capteurs, ce sont des données qui me semblent capitales, qui ne sont pas suffisamment saisies par les syndicats. Et je pense que ces dernières années, nous avons beaucoup trop parlé de substitution de métiers, notamment à haute compétence cognitive, ça existe, par la numérisation des entreprises, en tous les cas la numérisation tendanciellement intégrale du monde, et pas suffisamment de la quantification en entreprise. Et je pense qu'il serait temps qu'on soit un peu moins obsédé par l'emploi et qu'on voit un peu ce qu'il se passe, enfin un peu davantage ce qu'il se passe avec des phénomènes de quantification, d'évaluation et d'organisation automatisée des choses. Alors pour revenir rapidement à la question que tu me posais, oui, le fait est que cette industrie de la vie, la forme qu'elle prend, c'est celle d'un accompagnement, alors peut-être en partie bienveillant, ou en tous les cas qui orienterait vers les actions continuellement justes à adopter. C'est ça le modèle. Et cela s'est rendu possible, je vois que tu dégaines le micro, mais je vais dire quelque chose de capital, c'est rendu possible, nous l'avons dit, par la collecte tous azimuts de données, mais par un autre phénomène, et là pour le coup qui est technologique, qui est strictement technologique, enfin qui est rendu possible par les moyens financiers qu'on y investit, mais il est uniquement technologique. Cet accompagnement algorithmique de la vie, il est rendu possible par la sophistication sans cesse croissante de l'intelligence artificielle. Car l'intelligence artificielle, c'est la capacité qu'on dote des systèmes de pouvoir interpréter une fois de plus en temps réel des situations en fonction de quantité de paramètres et qui, avec leur capacité d'interprétation de quantité de situations et à des effets de vitesse et de collecte de données infiniment supérieurs à nos capacités cognitives, qui nous disent telle chose est plus pertinente, qui nous révèlent à l'intérieur des actions, relativement aux actions qu'on doit adopter, telle orientation, telle option plutôt qu'un autre. Et ça, c'est ce que j'appelle le surmoi du 21e siècle. C'est exactement ce que j'appelle le surmoi, l'intelligence comme surmoi, c'est-à-dire cette capacité à deviner une sorte de vérité des situations. Donc on voit, quand je dis ça, c'est quand même pas rien, quand je dis ça, on voit bien ce qui est quand même un des cœurs de ce que j'essaie d'explorer dans le livre, et ce qui est totalement à l'œuvre dans Soft Love, c'est que ce qui est à l'œuvre là, et là on est très très loin de l'émancipation, et qui rejoint ce que je disais relativement au monde de l'entreprise, c'est un dessaisissement à terme de la décision humaine. Vous êtes bien sur Radio Galère, vous êtes en train d'écouter la demi-heure radioactive et aujourd'hui nous vous proposons des extraits de la conférence d'Éric Sadin qui est écrivain et philosophe et qui est auteur de l'ouvrage La siliconisation du monde. Alors on vient d'entendre comment s'est imposée cette mainmise du tout numérique, du tout connecté sur nos vies, avec cette visibilité permanente et en temps réel de tous nos comportements.
Dans ce nouvel extrait qu'on vous propose, il est question de la dissémination mondiale du modèle économique de la Silicon Valley, du mythe de la start-up. L'extrait date de 2016, c'était avant la Startup Nation, et traite aussi de la bénédiction générale des politiques. Ce que j'analyse en préambule dans le livre, ce que j'ai nommé la siliconisation, c'est l'idée que le modèle qui est développé dans la Silicon Valley, donc l'économie de la donnée, l'économie des plateformes, l'industrie de la vie, c'est l'horizon économique et plus largement, j'ai presque envie de dire, sociétal, en tout cas l'horizon non seulement, enfin, de l'avenir inéluctable, hein, qui engrange, qui incarne l'insolente réussite industrielle de notre temps, et cela en regard du marasme économique dans de nombreuses régions du monde, et notamment en Europe depuis une trentaine d'années. Donc la Silicon Valley incarne un horizon lumineux hein, de l'économie, du libéralisme, et pas d'un nouveau type de libéralisme, pense-t-on. C'est un peu compliqué ce que j'espère m'expliquer. D'un nouveau type de libéralisme, pense-t-on. Quand je dis pense-t-on, c'est-à-dire que différentes sensibilités politiques imaginent ce libéralisme de la Silicon Valley qui se répand dans le monde entier comme cumulant de nombreuses vertus, c'est-à-dire à la fois libérant l'initiative, permettant à la jeunesse par les start-up de pouvoir enfin prendre en main son destin, un modèle économique, et surtout entrepreneurial, qui encourage des structures collaboratives horizontales, qui permet aux personnes, aux travailleurs dits indépendants, de pouvoir enfin gagner des marges d'autonomie. Donc il y a dans ce modèle-là, tel qu'il se décrit, je dis bien tel qu'il se décrit, j'ai dit dans mon livre, il incarne un peu le consensus social-libéral actuel. C'est-à-dire tout le monde peut y trouver son compte. Pas son compte. Des phénomènes correspondent à de multiples sensibilités dans ce qui est à l'œuvre dans ce libéralisme et qui n'est pas sans lien avec le fait qu'il soit célébré dans le monde entier. Il est célébré de partout. Vous entendez actuellement les prétendants à l'élection présidentielle. C'est un modèle qui est célébré de toutes parts, tant à gauche qu'à droite. Et donc, quand on y voit plus près, notamment sur les questions entrepreneuriales, par exemple sur la start-up, ce sont des conditions beaucoup moins cool, comme on dit, que ce qui est à l'œuvre, avec une pression horaire extrêmement importante, des stock options tout à fait hypothétiques plutôt que des rémunérations convenables, en sachant que 9 start-up sur 10 échouent, la start-up étant le nouveau mythe, un des nouveaux mythes contemporains, en sachant que les travailleurs dits indépendants sont liés aux plateformes, soumis à toutes leurs exigences et encadrés par aucune convention collective, et notamment que les grandes industries de la Silicon Valley, dans la fabrication du hardware font fabriquer leur matériel en Chine, généralement dans des conditions déplorables. Donc je dis que ce technolibéralisme qui est adoubé par toutes les forces politiques du monde entier, à mon sens, pour partie, il ne relève plus d'une économie, d'une criminalité en col blanc, comme on dit, pour les traders, mais d'une criminalité en hoodies, à mon sens, une criminalité en hoodies. Et le paradoxe, c'est ça la siliconisation, c'est le paradoxe, c'est que ce modèle de la Silicon Valley est tenu pour le modèle économique, il est tenu comme le modèle à suivre, qu'il faut dupliquer. C'est ça que je nomme la siliconisation, et qui voit dans les faits, là c'est pas les discours, qui voit dans les faits la multiplication de vallées dans le monde entier. Mais dans le monde entier. Alors aux États-Unis, il y a quantité de lieux, si on le lit, je les cite dans le livre. Miami qui va être la prochaine Silicon Valley, Silicon Beach. Il y a 50 villes aux États-Unis qui veulent être, non pas une vallée, qui veulent être la prochaine Silicon Valley. Et puis alors après, on va en Afrique. Lagos, Nigeria sera la plus prochaine Silicon Valley. Kenya, Nairobi, la prochaine Silicon Valley. En Amérique du Sud, j'ai pas bien compris. J'ai lu des magazines, des journaux. Tout le monde dit Sao Paulo va être la nouvelle Silicon Valley, Bogota va être la nouvelle. Il faut s'entendre. Santiago, c'est la nouvelle Silicon Valley. Non, la nouvelle Silicon Valley d'Amérique du Sud.
Bangalore, en Chine aussi. Le hardware, à terme, c'est fini en Chine. Hein. Alors, c'est l'économie de la donnée. Je termine juste. Et donc en France, nous sommes, oui, aux avant-postes, avec un secrétariat. Ah, là, c'est une grande affaire, on n'a pas le temps. Hein, mais si, on y viendra juste bon, après. alors, on est sur donc ces c'est ça, histoires de donc c'est ça la start-up. siliconialisation, Oui, Gilles. Hein. C'est le fait qu'un modèle, je termine juste, c'est le fait qu'un modèle est tenu comme un modèle incontournable, qui incarne à l'exclusive, à la quasi-exclusive, le modèle économique de l'avenir, sans voir que ce modèle économique entraîne pas seulement un modèle économique, il entraîne un modèle civilisationnel, fondé sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure très rapidement, la marchandisation intégrale de la vie et l'organisation de plus en plus automatisée de secteurs de la société. Ce sont ça les conséquences du modèle siliconien, de la Silicon Valley, et qui est célébré de partout, et cela constitue un paradoxe qui ne cessera, tant que les choses seront ainsi, qui ne cessera de me surprendre. On est en train d'écouter l'auteur du livre La siliconisation du monde, Éric Sadin, qui est écrivain et philosophe. Donc, le constat est clair. Nous sommes passés d'un mythe de l'émancipation par l'ordinateur dans les années 70, en passant par le partage illimité des savoirs par Internet dans les années 80-90, à ce que Éric Sadin nous décrit comme l'abolition de la prise de décision. Bon, c'est assez effrayant, alors que faire? Il nous propose quelques pistes sur lesquelles je me permettrai ensuite de faire quelques commentaires. Voilà, on écoute quelques solutions. Oui, je pense ça. Je pense qu'on vient à un moment crucial, là, hein, c'est-à-dire avec ce qu'on a dit, cette émergence là de ce modèle-là, des capteurs, de l'intelligence artificielle, et le fait qu'il y a des formes d'apathie quand même des sociétés, hein, et le fait que cette industrie-là ne cesse de se développer, hein, ne cesse de gagner, de s'étendre, j'ai presque envie de dire de s'étendre et à la fois de s'infiltrer, hein, en profondeur dans toutes les strates de la vie, avec des conséquences qu'on ne voit pas suffisamment. Que faisons-nous? Est-ce que nous allons être encore soumis au discours c'est très intéressant le doc, moi je ne l'ai pas vu entièrement, mais sur le cholestérol qu'il y a eu sur Arte il y a 3 jours, hein, c'est-à-dire un dogme qui s'est érigé, que la Terre entière a cru, et aujourd'hui, 20 ans plus tard, on s'en défait. Mais là, tout le monde a été sous hypnose. Hein. Il y a comme ça dans l'histoire parfois des choses qui s'imposent, des vérités qui deviennent universelles, qui sont intégrées et puis qui font l'objet d'aucune contestation, même pas de contestation, de doute. Donc oui, il y a un tel développement, une telle évolution qui consolide ce que nous disons là, qui l'instaure. On a parlé de la santé, on a parlé de l'éducation, on a parlé de l'entreprise. Là, nous parlons, j'ai presque envie de dire, nous parlons, et des personnes agissent, hein, bien que parler, c'est agir aussi, hein, mais des personnes agissent. Comme nous l'avons dit, les objets connectés, la sophistication de l'intelligence artificielle, c'est un seuil. C'est un seuil qui change le paradigme, hein, qui change la situation. Or, nous sommes tous citoyens, mais nous sommes tous aussi consommateurs. Hein, nous sommes tous aussi consommateurs. Et par des gestes simples, alors là c'est l'action, hein, par des gestes simples mais qui peuvent s'avérer d'une redoutable efficacité, nous pouvons mettre en échec ce modèle-là, non pas en refusant la connexion intégrale, etc. C'est pas l'enjeu, c'est pas du tout l'enjeu. C'est pas exactement l'enjeu. Non, l'enjeu, c'est ce seuil, c'est-à-dire refuser ce franchissement de seuil. Comme je cite Camus dans L'homme révolté, très tôt dans le livre, il dit « Jusque-là, oui, au-delà de cette limite, non, je ne la franchirai pas. » Je la cite, hein. J'ai même si reprise dans une tribu dans le Monde que j'ai faite il y a un mois, que Le Monde m'a commandé sur Generali, là, un nouveau protocole qu'a mis l'assurance Generali, l'un des plus gros groupes d'assurance au monde, où l'assurance, industrie de la vie, où l'assurance proposait d'ajuster les tarifs en fonction des comportements des salariés. Là, c'était destiné aux salariés. Donc voilà, nous sommes dans les capteurs, connaissance de la vie, ajuster les choses en temps réel en fonction des comportements. Hein, voilà un exemple. Donc Le Monde m'a appelé, est-ce que vous voulez faire une tribune? Bon, j'étais très fatigué, je l'ai quand même faite, mais je recitais cette histoire de Camus, qui est un passage magnifique, où il dit...
vous avez beaucoup agi, on n'a pas beaucoup répondu, on a à peu près accepté, mais là, vous franchissez une limite. Jusque-là, oui. À partir de cette limite, non. Vous ne la franchirez pas. Donc, je reprends cette phrase. Il y a plusieurs phrases. Superbe passage de L'homme révolté de Camus, en disant que cette limite-là, je la rappelais, c'était non pas Internet ou tel nouveau site ou même le smartphone. Non. C'est la vie. C'est les capteurs dans les matelas, sur le corps, les puces dans le corps, tout ce que nous avons dit tout à l'heure, ça, nous le refusons. Donc, pour les compteurs Linky, qui à terme vont interpréter qu'on va nous imposer, qui sont imposés, hein, compteurs Linky, allez dire, moi je ne veux pas de compteur Linky, ben, vous risquez 2 semaines plus tard d'être privé d'électricité. Bon, parenthèse capitale, hein, ça dit le mouvement comme ça irrépressible. En tous les cas, concernant les capteurs et les objets connectés, moi, j'en appelle, c'est ce que je précise, que je détaille toute une série de choses qu'on se devrait, à mon sens, on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais moi, je fais des propositions de refus d'acte d'achat, je décline une liste assez longue qui n'est pas exhaustive, de refus en affirmant à l'industrie de la donnée et aussi du hardware pour les capteurs, en tous les cas l'industrie siliconienne, pour parler rapidement, cela, les réflexes pavloviens de dès qu'il y avait une innovation... il y avait des files d'attente devant les App Store, etc. Ça c'est peut-être la fin de cette histoire, et que tous ces nouveaux protocoles et l'extension de l'intelligence artificielle, des assistants intelligents, soft love, enfin intelligents, dits intelligents qui connaissent toute notre vie, qui nous conseillent, eh bien cela, nous le refusons. Cela relève d'un acte de consommateur, relève d'actions très simples qui dépendent de chacun, mais qui sont d'une redoutable efficacité. Et comme je dis excusez-moi de me citer, mais je le redis dans l'interview demain, jamais l'acte d'achat, le refus de l'acte d'achat n'aura peut-être revêtu une telle portée politique, voire civilisationnelle. Donc, par toutes ces actions, il est possible aujourd'hui de dire jusque-là, oui, vous franchissez cette limite, vous ne la franchirez pas. Alors, on ne va rien détruire. On va mettre en échec ce modèle, on n'achète pas. Et donc, garnir les entrepôts. Ou garnir les entrepôts, ou ruiner les start-up. C'est pareil, ils feront autre chose, hein, puisqu'ils sont créatifs, les start-upers, là, Gilles. Puisqu'ils sont super créatifs, et qu'ils sont dans le disruptif, et ben leur modèle, on le disrupte, et puis ils trouveront à faire autre chose. Et on peut le disrupter. On peut disrupter j'ai pas de la aussi peine autrement. pour eux, hein. Mais les Google Glass est un bon exemple, puisque finalement, il y a eu suffisamment de gens dans les rues pour les dénoncer à San Francisco pour que, pour la première fois, Google recule. C'est un bon exemple. Et on les piétine. alors, moi, je voudrais... C'est un bon exemple. Il se trouve que c'est... Vous venez d'écouter Éric Sadin dans une conférence débat qu'il a donnée en 2016. Et il est écrivain, philosophe, auteur de La siliconisation du monde. Alors il se trouve que l'exemple des Google Glass est un mauvais exemple, parce que là on était en 2016. Et il se trouve qu'effectivement, le géant technologique Google avait suspendu la vente de ses lunettes en raison notamment, je cite un article du Huffington, en raison notamment de leur appareil photo et de leur caméra pouvant être déclenchés discrètement, parfois d'un simple clignement d'œil, ce qui suscitait des craintes sur la protection de la vie privée. On peut le comprendre. Ça n'a pas empêché Google de tester discrètement ses accessoires auprès d'un nombre limité d'entreprises comme Boeing, General Electric, Volkswagen, etc. Et compte tenu du retour positif de ses clients, le groupe a poursuivi ses recherches. On nous dit que les lunettes permettent de travailler plus vite, de façon plus concentrée, en gardant les mains libres. Grâce aux lunettes, les salariés peuvent par exemple consulter des informations utiles, comme un mode d'emploi qui s'affiche sur les verres sans avoir à lâcher l'objet ou la machine sur laquelle ils travaillent. Donc, voilà, les tests ont permis d'adapter les lunettes aux différents besoins des entreprises, d'améliorer le design pour les rendre plus légères et plus confortables à porter sur une longue période. Donc, si Google Glass a abandonné ses lunettes pour le grand public, d'autres concurrents ont repris le flambeau. Et le lancement des premières lunettes connectées équipées d'une caméra miniature, etc., sont en cours. Donc, moi, je pense que dans l'état actuel de propagande et d'accélération de création des faux besoins, Éric Sadin est assez optimiste sur la possibilité de réussite d'un boycott des objets connectés à grande échelle. Bon, moi, je suis persuadée qu'il faut parallèlement, et ça c'est indispensable, susciter une
prise de conscience claire, ici emploie avec ses livres, une prise de conscience préalable, une prise de conscience sur la domination absolue du tout connecté sur nos vies. Je suis un petit peu en désaccord aussi sur le seuil qui fixe le seuil où se situerait notre refus total serait la généralisation des capteurs. Pour moi, c'est le seuil et la généralisation des écrans. Et dans ce cadre, je voudrais vous parler des actions d'un groupe qui s'appelle Écran Total, qui s'est par exemple invité en juin dernier dans une agence Pôle emploi pour y dénoncer la dématérialisation, entre guillemets, c'est un terme que je déteste, la déshumanisation par le traitement numérique des dossiers des chômeurs. Ils avaient relevé quelque chose qui m'avait amusé. Il n'y a plus un seul stylo dans une agence Pôle emploi. Je vous encourage d'ailleurs à ce sujet à lire tout un article sur le groupe Écran Total qui est paru dans le numéro 8 de l'Inventaire, qui est une revue de critique sociale et culturelle, revue automne 2018 qui vient de paraître aux éditions de La Lenteur. Voilà, ceci dit, je vous recommande la lecture de La siliconisation du monde, l'irrésistible expansion du libéralisme numérique par Éric Sadin aux éditions L'Échappée. Donc ça date de 2016 parce que son analyse elle est excellente, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec ses solutions. Son analyse est je trouve impeccable. Voilà, vous pouvez retrouver toute cette interview d'Éric Sadin sur Internet. Voilà. Vous pouvez aussi retrouver toutes les émissions du collectif Antinucléaire 13 depuis 2011 sur la chaîne YouTube du collectif Antinucléaire 13. Je vais remercier Sidi à la technique et on se reparle dans 15 jours pour parler des terres rares. Bon courage.